VCE, vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h, très heureux d'être avec vous sur Radio VCE. Aujourd'hui c'est un jour très particulier, c'est la toute première émission de votre radio locale. Beaucoup de choses à dire avant de vous présenter les chroniqueuses et les chroniqueurs qui sont avec moi autour de cette table ronde. Vous vous demandez sans doute pourquoi cette initiative, quel objectif ? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons proposé à notre responsable éditorial, Jonathan Bord, d'éclairer les auditeurs et auditrices sur les raisons de cette radio associative. Jonathan Bord, bonjour. Bonjour. Alors avant tout, première question, Radio VCE, c'est quoi ? Eh bien, c'est d'abord un nouvel espace d'expression populaire et citoyenne. On veut recevoir ici toutes les paroles des habitants qu'on n'entend nulle part. C'est pas un hasard, bien sûr, puisque c'est un peu la marque de fabrique de Vivons Chaville Ensemble. Vous commencez à nous connaître, c'est dans la continuité de notre dernière campagne municipale et de toutes les activités de l'association. Donc Radio VCE, c'est un média local, une proposition unique sur Chaville, qui va parler des réalités de notre ville et de ses habitants. Évidemment, Chaville n'est pas une île, nous ne sommes pas déconnectés du reste du pays et de la planète, mais le point d'entrée, c'est vraiment le local. Et d'ailleurs, on enregistre près de chez vous. Il faut rappeler le local de l'association, la place citoyenne, qui se situe dans le centre commercial des Créneaux à Chaville, juste à côté de la ressourcerie. On y tient des permanences tous les mercredis et samedis après-midi, et on vous invite à venir nous voir. On y a aussi des expositions très régulières et plein d'activités. Alors, tu as accepté ce rôle de responsable éditorial de Radio VCE. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cela consiste ? Alors, responsable éditorial, c'est un bien grand mot. Il s'agit surtout de donner des coups de main rédactionnels quand c'est nécessaire, participer aux idées de sujets à traiter et aux discussions collectives autour de l'émission. Il faut bien comprendre qu'on est en fait toute une équipe. Radio VCE, c'est un rendez-vous régulier qu'on vous propose toutes les semaines, avec plusieurs chroniqueurs et chroniqueuses que vous connaissez peut-être déjà ou que vous allez apprendre à connaître. Sans ordre particulier, on a par exemple Bruno Caillet qui vous présentera Raconte-moi une asso, à la rencontre des assos qui font le tissu vivant de la ville. On a aussi Terre à Terre, qui sera la chronique de Jean-Aubert Dufaux, qui va vous parler d'écologie. Les dossiers du quotidien de Monique Couteau, en tant qu'élue au conseil municipal, elle abordera les actualités du conseil municipal et nos mobilisations en cours. On a également Alain de Frémont, que l'on ne présente plus, qui vous propose Bande Annonce, qui abordera le cinéma et la vie culturelle. Et enfin, Diane Lafron vous présentera À portée de parole pour conclure cette émission sur des sujets divers. Merci Jonathan. Alors, la radio VCE, c'est une web radio, on parle aussi de podcast, donc ce qui veut dire qu'on n'est pas sur les fréquences hertziennes. Où est-ce que les auditeurs et auditrices peuvent retrouver nos émissions hebdomadaires ? Alors, on peut nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Les référencements sont en cours, mais quelle que soit l'appli que vous utilisez, de toute façon, on vous invite vraiment à penser à vous abonner pour avoir systématiquement les dernières émissions et surtout à cliquer sur les boutons j'aime pour aider notre référencement. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et les réseaux sociaux et prochainement sur notre futur site vce-asso.fr. On a également bien sûr notre local et une adresse mail vivonschavillensemble@outlook.fr. Merci Jonathan Bord, tu restes avec nous pour recevoir l'invité de la chronique de Bruno. Les sujets d'aujourd'hui. Bruno Caillet est allé à la rencontre de l'AMAP au panier, association installée à Chaville pour sa chronique Raconte-moi une asso. Et puis retour sur les principales décisions du conseil municipal de février avec Monique Couteau, des sujets qui ont fait le tour des Chavillois, l'augmentation du nombre de caméras de surveillance à Chaville, la hausse des tarifs de location du gymnase Ladoumègue, la création d'un atelier participatif autour du PLUI, ainsi que la construction d'une cuisine centrale à Manérolles. Ce sera suivi de Jean-Aubert Dufaux pour sa chronique Terre à Terre qui va nous partager quelques astuces pour attirer les oiseaux dans nos jardins. Viendra le tour d'Alain de Frémont, notre passionné de cinéma et de spectacle vivant, pour nous parler du film À temps plein, un film français d'Éric Gravel. Et pour terminer notre émission, notre sujet surprise dans la chronique À portée de parole avec Diane Lafron. Mais tout de suite, c'est la chronique Raconte-moi une asso. Raconte-moi une asso avec Bruno Caillet. Rebonjour Jonathan Bord, tu remplaces exceptionnellement Bruno pour animer cette chronique. Oui, merci Jonathan, et bonjour Clément Chassin. Clément, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Oui, bonjour, donc je suis Clément Chassin, donc je suis président de l'AMAP au panier, donc effectivement qui est une association qui se trouve à Chaville. D'accord. Et c'est quoi concrètement une AMAP ? Comment est-ce que ça se passe ?
Alors, une AMAP, donc c'est un acronyme, donc c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Donc c'est un partenariat entre un groupe de gens, donc là en l'occurrence des Chavillois, et des producteurs agricoles, des petits agriculteurs bio et locaux. Voilà. Donc concrètement, on s'engage sur une durée, nous c'est 1 an par exemple, et toutes les semaines j'ai un panier de légumes. Voilà, concrètement. D'accord. Alors c'est aussi une démarche citoyenne. Oui, alors voilà, je disais que c'était une association pour le maintien d'une agriculture paysanne, parce qu'effectivement on parle d'agriculture paysanne et pas uniquement bio, parce que ce qui est important c'est que c'est bio, donc c'est forcément bio, c'est local, c'est des petits agriculteurs, parce que maintenant il y a du bio industriel qu'on trouve en grande surface, il y aurait beaucoup à en dire dessus. Nous c'est des produits de saison, c'est des petits agriculteurs qui sont vraiment inscrits dans leur environnement, donc que ce soit l'environnement naturel, effectivement le respect d'un terroir, de la saisonnalité, qui protègent vraiment leur terre, par le maintien des haies, par des choses comme ça, et l'environnement humain aussi, parce que l'agriculture c'est aussi, il y a la période des récoltes où il faut embaucher beaucoup de gens. Eux ils vont prendre des gens autour de chez eux, et comme c'est des agriculteurs locaux, mine de rien, ça fait de l'emploi dans la région, quoi. Donc c'est important, voilà. Et donc eux nous proposent de bons produits et c'est un engagement réciproque. Nous on s'engage par rapport à eux. Donc comme je disais, nous on a un engagement sur 1 an. Donc on préfinance la production. Donc c'est un vrai engagement. Et c'est aussi un engagement où on les accompagne. Alors on les accompagne sur le long terme, parce que nous ça fait depuis 2016 que nous on a créé notre association. Donc depuis 2016 on est avec le même maraîcher par exemple, et donc on le suit tous les ans, voilà. Et on l'accompagne aussi par rapport aux aléas naturels, climatiques, tout ça. Là maintenant avec le changement climatique qui arrive, enfin qui est même bien présent maintenant, on voit que ça a du sens. Là par exemple cette année on a eu un épisode de gelée noire, donc nos producteurs de pommes et de poires ont été touchés, ils ont perdu 80% de leur récolte. Voilà, sur une parcelle où leurs propres parents étaient déjà installés, donc ça fait plusieurs décennies que cette parcelle est exploitée, qu'il n'y a jamais eu de problème. Et là, maintenant, on arrive à avoir des épisodes effectivement climatiques inédits. Et là, voilà, du coup, nous, on était là pour les soutenir. On a accepté effectivement d'avoir moins de pommes et de poires. Voilà, ça fait partie du jeu. Mais par contre, ça permet aussi de maintenir des petits paysans. Ça permet de maintenir effectivement ce maillage et un territoire vivant. Donc, c'est important. Voilà, on a aussi accompagné... Alors, on les accompagne dans les coups durs et on a aussi accompagné par exemple nos éleveurs de volailles quand ils se sont installés. Parce que pour s'installer, ils avaient besoin d'un prêt bancaire. Là, ils ont pu aller voir la banque en disant voilà, on a tant de personnes qui sont prêtes à s'engager, à prendre des œufs, à prendre des volailles. Avant même d'avoir monté leur exploitation, ils ont pu dire à la banque voilà, on a des gens qui sont prêts à nous soutenir. Et ça, concrètement, c'est assez fort. Et puis ça fait plaisir après de se dire ces gens-là, je les ai aidés à s'installer, ils font un bon boulot et je suis fier de les accompagner, quoi. D'accord, donc vous êtes un acteur. Mais alors, comment est-ce que vous vous organisez concrètement ? Concrètement, donc, on est une petite association, donc on s'organise entre nous, on est tous bénévoles, donc on organise les distributions entre bénévoles, on fait tout nous-mêmes, on met la main à la pâte. Donc ça permet de se réapproprier les circuits de distribution. On parle beaucoup des circuits courts maintenant. Concrètement, nous, tous les membres de l'association mettent la main à la pâte et voient ce que ça veut dire d'organiser une distribution, organiser des circuits courts. Chacun peut prendre part au fonctionnement de l'association, mettre en place un partenariat avec un producteur ou travailler à poursuivre un partenariat déjà existant. Donc c'est vraiment, ça permet de rentrer dans le concret, de se former et de s'informer sur ce que c'est la production agricole, parce que pour nous qui habitons en ville, c'est pas toujours évident. Et là, vraiment, on est vraiment dans le concret. Voilà, en plus, on est accompagné par le réseau des AMAP Île-de-France,
qui propose des formations et a tout un accompagnement autour de ça. Donc c'est vachement intéressant. Ça permet de rentrer dans ces sujets-là. Là, par exemple, cette année, ils participent au collectif Pour une autre PAC. Donc la PAC, c'est la politique agricole commune au niveau européen. Et donc c'est des sujets très techniques. Et là, nous, ça nous permet de comprendre ces sujets-là qui sont quand même des enjeux assez importants pour notre avenir. En plus, j'ai envie de dire, il y a quand même 2 points importants à noter. C'est que c'est un système qui, du coup, est particulièrement résilient et efficace face aux crises. Là, pendant le Covid, nous, on a continué nos distributions, on n'a pas arrêté une seule semaine. Et c'est un système qui est particulièrement sympathique parce que du coup, on est une petite association, on se réunit toutes les semaines pour distribuer les paniers. Ça permet de créer des liens, de rencontrer des gens, de discuter autour de ce qu'on va manger, de ne pas se retrouver tout seul face à des légumes dont on ne sait pas toujours quoi faire. Et là, on peut se discuter, s'échanger des recettes, tout ça. Il y a un côté très convivial, vachement bien. D'accord. Alors pour finir, si nos auditeurs chavillois sont intéressés par la démarche et veulent se renseigner, comment font-ils ? Du coup, nous, sur Chaville, on a 3 AMAP. Donc, il y en a une qui est à rive droite, le long de la forêt. Il y en a une qui est rive gauche vers les étangs, rue Manérolles. Et nous, donc, on est sur l'avenue Salingros, presque à la pointe. Donc le plus simple pour retrouver les 3 AMAP et tout ça, c'est d'aller sur le site des AMAP Île-de-France. Et là, vous avez un onglet Trouver les AMAP. Et puis vous rentrez le code postal et puis vous nous retrouvez très facilement. Voilà. Merci Clément. Alors, je pense qu'on va référencer le site AMAP Île-de-France dans le texte en description de l'émission. Tout à fait. Merci beaucoup Jonathan Bon. Merci Clément Chassin. Je rappelle que vous êtes président de l'association l'AMAP au panier. On passe à la chronique Dossier du quotidien. Dossier du quotidien avec Monique Couteau. Bonjour Monique. Bonjour Jonathan. Avant d'évoquer les points que tu as cités, je voudrais rappeler qu'il y avait 17 délibérations à l'ordre du jour. Certaines délibérations ne demandent pas de vote. On prend acte que le sujet a été présenté au Conseil. C'était le cas pour le rapport d'orientation budgétaire. On ne vote pas, mais on intervient bien sûr, et nous l'avons fait. D'autres délibérations sont d'ordre technique ou administratif, comme l'attribution de marché à telle ou telle entreprise ou la prolongation d'un contrat par un avenant. Ça ne fait pas débat. En général, on vote pour. Seules donc quelques délibérations relèvent de la politique municipale et nous permettent d'exprimer nos positions. C'est ce qu'a fait notre groupe Vivons Chaville sur la délibération qui proposait d'ajouter 2 caméras de protection aux 16 existantes installées depuis 2018. Alors, tu parles de caméras de protection. Moi, j'ai parlé de caméras de surveillance. On parle aussi parfois de caméras de visionnage. Est-ce qu'il y a une différence entre tous ces termes ? Alors, la CNIL en fait une en expliquant que la vidéosurveillance, c'est pour les lieux non ouverts au public et que la vidéoprotection est pour l'espace public. En fait, le problème après, c'est quelle utilisation on fait de ce qu'on a filmé. Ici, dans le cas qui nous regarde là sur Chaville, la mairie s'est engagée à ne pas se servir, effectivement, à ne pas faire de la surveillance permanente de l'espace public, à simplement répondre aux demandes de la police judiciaire quand il y a eu un délit ou une infraction et que la police recherche les auteurs de l'infraction en question. Donc, il y a tout un débat, effectivement. Je pense que quand on est partisan des caméras, on va plutôt parler de vidéoprotection parce que ça rassure. Bon, nous, on parle de vidéosurveillance parce on peut toujours avoir quelques inquiétudes sur un usage éventuel autre que celui pour lequel il est destiné. On avait d'ailleurs été invité à une réunion avec le commissariat de police de Sèvres et la police municipale de Chaville. Quand on a posé pas mal de questions sur l'efficacité,
en fait, aucun chiffre probant n'a pu nous être donné sur les résultats des extractions d'informations. On ne sait pas grand-chose. Et on peut ajouter aussi que si c'est GPSO qui paye, et ça coûte relativement cher à la fois d'achat et d'entretien les caméras, nous souhaiterions, nous, que l'argent de GPSO serve à d'autres choses ou à des choses plus utiles pour le service public. Peut rajouter aussi, et je terminerai là sur ce point, que la Cour des comptes a critiqué à Paris le coût et l'efficacité insuffisamment évalués pour les caméras de la capitale. En fait, donc, nous avons voté contre, avec d'autres d'ailleurs, puisqu'en tout, il y a eu 10 contre et 7 abstentions, ce qui veut dire qu'une partie de la majorité municipale a également voté contre ce projet. Alors, on a aussi parlé de la hausse des prix au gymnase de la Doumègue. Oui, effectivement, le tarif horaire a été doublé, le tarif de location par le département est passé de 12 à 25 euros pour les associations sportives qui utilisent le gymnase hors temps scolaire. Or, rien ne justifie une telle hausse, que la qualité des installations laisse à désirer et l'entretien également. C'est pourquoi nous avons voté contre et rappelons par ailleurs que le 92 est le département le plus riche de France après Paris. Tu parlais d'associations. Est-ce qu'on connaît ces associations qui occupent cet espace aujourd'hui ? Oui, sauf erreur de ma part, il y a l'association Volant sur Chaville, l'association de volleyball section handicapée et je crois une autre association de badminton. Merci Monique. Concernant l'atelier participatif autour du PLUI. Oui, il a été proposé un atelier participatif pour la définition des orientations pour le bâti de l'avenue Roger-Salengro et son évolution dans le cadre du nouveau PLUI intercommunal. Alors, de quoi vont-ils s'occuper ? De la hauteur des immeubles, de l'aspect architectural, des matériaux à privilégier, de la prise en compte des aspects liés aux mobilités et au stationnement. Alors, cet atelier est présenté comme un atelier participatif, mais sur 18 participants, seuls 2 citoyens sont tirés au sort. Alors, tu parles de 18 participants, 2 tirés au sort, qui sont les 16 autres personnes ? C'est une très bonne question, Jonathan. Parmi les 16 autres, il y a 11 conseillers municipaux, 8 de la majorité, 3 de l'opposition, un représentant de l'association Chaville Environnement, un représentant de GPSO et un de chaque conseil de quartier, le conseil communal de développement durable et le conseil de développement économique. Donc, sur cette question, nous nous sommes abstenus en expliquant que mettre en œuvre la démocratie participative veut dire donner une vraie place et des moyens d'agir aux citoyens ordinaires, dits invisibles. Et enfin, le grand sujet de la cuisine centrale. Alors, le sujet de la cuisine centrale est effectivement un sujet qui fait beaucoup parler. La cuisine centrale fait partie, en fait, d'un ensemble de projets sur Manérolles, puisqu'il y aura aussi la construction d'une maison d'assistante maternelle et la rénovation du clubhouse et la construction de 3 logements pour les employés municipaux. Ce projet a un coût annoncé de 6,4 millions d'euros. Nous nous sommes abstenus. Nous ne sommes pas forcément contre une cuisine centrale, contre l'idée d'une cuisine centrale. Et d'ailleurs, dans notre programme municipal de 2020, nous proposions une cuisine centrale intercommunale. Ce qui nous a retenu ici, c'est le fait que le dossier présenté était tout à fait insuffisant. Trop de questions sans réponse. Un tel projet est-il viable sur une seule commune ? Combien de repas servis et à quel coût ? Combien de personnel ? Quel budget de fonctionnement ? Comment tient-on compte des remarques et demandes des riverains ? Et finalement, le choix de Manérolles est-il judicieux ? C'est toutes les questions qu'on peut se poser. Pour nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent, est-il possible d'expliquer ce qu'est une cuisine centrale ? Ouais, très très simplement, une cuisine centrale, ça permet de préparer localement les repas des élèves des écoles maternelles et primaires de la commune. C'est aussi donner le moyen localement d'avoir le contrôle sur l'approvisionnement, la qualité des repas servis, et le personnel est un personnel employé par la commune. Actuellement, c'est la société Elior de restauration collective qui alimente les repas pour les écoles de Chaville.
Merci beaucoup Monique, à très bientôt. Je précise que tous les conseils municipaux sont ouverts au public. Vous pouvez aussi retrouver les procès-verbaux sur le site de la mairie. Place à la nature et un brin de poésie avec Jean Aubert qui nous parle d'oiseaux et de mangeoires. Terre à terre avec Jean-Aubert Dufaux. Bonjour Jean Aubert. Et bonjour Jonathan. Il y a de plus en plus de Chavillois qui installent des mangeoires dans leur jardin et même sur leur balcon. Est-ce que c'est une bonne pratique que de nourrir les oiseaux ? Oui, d'une façon générale, lorsqu'il y a des hivers rigoureux. Lorsque mangeoires et boules de graisse fleurissent dans nos jardins, nos amis passereaux passent un hiver relativement calme. Mais est-ce que ça peut avoir un impact sur le comportement des oiseaux ? Alors, il y a un impact clairement identifié. On constate depuis quelques années un léger allongement du bec des mésanges qui fréquentent certains types de mangeoires. Mais dans tous les cas, il n'a pas été démontré de changement notoire de comportement. Ainsi, nourrir les mésanges en milieu urbain durant les périodes les plus froides de l'hiver est bénéfique. On parle de mangeoires, de nichoirs. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux termes ? Alors, dans le langage courant, beaucoup confondent les deux. Les nichoirs sont des abris artificiels qui permettent aux oiseaux de nidifier, en particulier dans les zones où le béton a remplacé nos vieux arbres. Les mangeoires, elles, ne sont que des auges qui sont destinées à recevoir de la nourriture. Il y a beaucoup d'informations sur Internet et je pense aux nombreux tutoriels sur la fabrication de ces mangeoires. Est-ce qu'il y a des règles à respecter si on veut garantir l'efficacité de ces petites constructions ? Alors, en règle générale, non. Tout récipient permettant de contenir des graines peut faire office de mangeoire. Ainsi, une simple coupelle de graines posée au sol suffira à attirer pinsons, moineaux et accenteurs qui se nourrissent volontiers au sol. Pour les mésanges et chardonnerets, une mangeoire en hauteur sera préférable et de plus recouverte d'un toit pour rassurer les oiseaux, voire un distributeur à graines qui sera bien utile si on ne désire pas avoir de pigeons, car leur bec n'est pas adapté à l'orifice. Une seule règle commune à tout cela, c'est de proposer un petit récipient contenant de l'eau afin que les passereaux puissent s'abreuver à volonté ainsi que se baigner. Cela est également bienvenu toute l'année. Mais attention, pas de graines au printemps et en été. Ce sont les périodes où nos passereaux deviennent exclusivement insectivores afin de nourrir leurs petits. Il y a donc différentes formes de mangeoires et de nichoirs. Oui, et cela est particulièrement vrai pour les nichoirs, car chaque espèce nidifie à sa façon. Certaines font des nids en mousse, avec des brindilles, d'autres nichent à même le sol. Il existe d'ailleurs beaucoup de sites internet fournissant les tutoriels pour construire soi-même ses propres nichoirs. Et pour les Chavilloises et les Chavillois qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin, est-ce qu'on peut placer des nichoirs ou des mangeoires sur son balcon ? Et oui, en revanche, toutes les espèces ne fréquentent pas les balcons, et ça, il faut le savoir. Toutes les formes de mangeoires peuvent être installées. Cependant, quant aux nichoirs, ce seront essentiellement ceux dédiés aux mésanges qui seront adaptés. Et si vous habitez en hauteur et possédez des jardinières installées sur l'extérieur, vous aurez peut-être la chance de voir s'installer dedans un couple de faucons cresserelles. Merci beaucoup Jean Aubert et à bientôt. Cette première semaine, c'est la sortie du film À temps plein d'Éric Gravel à l'Atrium. C'est aujourd'hui le sujet de la bande-annonce d'Alain de Frémont. Bande-annonce avec Alain de Frémont. Bonjour Alain. Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Avant de vous parler cinéma, je voudrais vous conseiller 2 expositions différentes. Une à Chaville, au local La Place Citoyenne. Vous pouvez en ce moment découvrir les œuvres d'un Chavillois, Julien Rall, alias Gius Lizard. Travail sur acrylique, crayon ou feutre, vous y découvrirez comment les animaux nourrissent notre langage et notre imaginaire. Entrée libre. À Paris maintenant, à l'Institut du monde arabe, une exposition de photos de Raymond Depardon, commentée par Kamel Daoud sur l'Algérie de 1961 à 2019. Son titre, Son œil dans ma main. Une discussion filmée entre les 2 hommes absolument passionnante. Aimer son pays, dit Kamel Daoud, c'est vouloir que vos enfants y vivent et non pas seulement aimer son drapeau ou aimer ses frontières. Merci pour ces informations. Revenons au cinéma avec le film À temps plein. Eh oui, À temps plein, donc c'est un film français de Éric Gravel.
Et oui, vous pouvez le voir à l'Atrium. Si vous êtes amoureux du cinéma, comme je le suis, c'est tout près et vous pouvez voir le film sur grand écran avec un bon son Dolby Stereo et vous ne serez pas perturbé par les grignoteurs de pop-corn et vous ne vous ruinerez pas. 8 € la place avec une carte de 10 entrées pour 60 €. Vous pouvez voir des films récents ou même des sorties en exclusivité. Bien, revenons à nos moutons. À temps plein d'Éric Gravel. C'est l'histoire de Julie, qui élève seule ses 2 enfants en lointaine banlieue. Elle n'arrête pas de courir du matin au soir pour confier ses enfants à une nounou âgée qui menace de la lâcher. Elle court pour attraper au vol un RER, ou bien un autocar, ou alors un covoiturage aléatoire. Tout ça pour aller nettoyer des chambres et faire les lits d'un hôtel 5 étoiles en un temps strictement limité. Et de plus, elle cherche un emploi en adéquation avec ses diplômes. Le réalisateur nous plonge dans un film social doublé d'un thriller haletant dans une France en lutte contre le déclassement. Et sur un tel sujet, on se demande comment Éric Gravel pouvait terminer son film. Eh bien, sans rien déflorer, on peut dire que la dernière séquence est remarquable d'ambiguïté. C'est saisissant. Et pour incarner cette femme, Laure Calamy, révélée par la série 10% à la télévision et par Annette dans les Cévennes au cinéma, Laure Calamy, donc, est absolument formidable. Elle est de tous les plans, ou presque, et cette actrice, qui fit une carrière au théâtre avant de passer au cinéma, se révèle comme une exceptionnelle comédienne. Bon film et à la semaine prochaine. Merci beaucoup Alain. Vous pouvez retrouver la programmation sur le lien dans la description de cette émission. C'est au tour de notre sujet surprise de Diane Lafront. À portée de parole avec Diane Lafront. Bonjour Diane. Bonjour Jonathan. Aujourd'hui, nous accueillons Marion Arforcea, qui est parent élu au collège de Jean Moulin et qui siège au conseil d'administration. Marion, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous présenter un peu ce que c'est la FCPE ? Oui, bonjour et merci de m'accueillir. Alors la FCPE, c'est une association loi 1901, donc reconnue d'utilité publique. Ce n'est pas un syndicat ni un parti politique, mais c'est donc un vaste réseau de parents d'élèves adhérents et élus dans les écoles maternelles, élémentaires, donc pour le primaire, les collèges et le lycée en ce qui concerne le secondaire, pour l'enseignement public, mais aussi le privé sous contrat. C'est important à comprendre puisque le privé sous contrat est financé en partie par le public en ce qui concerne notamment les salaires des agents. C'est la première fédération de parents d'élèves en France. Elle participe donc à la vie scolaire pour défendre l'intérêt des enfants et défendre l'école publique et représenter les parents auprès des institutions et des pouvoirs publics. C'est donc une force de proposition et qui joue aussi un rôle de contre-pouvoir important. Aux dernières élections scolaires, environ donc 1 300 000 parents ont voté pour elle. Elle est organisée en différentes instances, donc le conseil local au niveau de la ville, le conseil départemental, le comité régional et la fédération nationale. Et est-ce que vous pouvez nous préciser ce qu'il en est de l'implantation de la FCPE à Chaville ? Alors malheureusement, une implantation toujours, positivement une implantation toujours importante puisque c'est donc la première fédération des parents élus de France, même si nous avons une autre association donc à Chaville qui est aussi très importante, qui est la CAP, avec laquelle nous travaillons en fait de concert. Il y a une très très bonne entente et coopération entre les deux associations, ce qui est important puisque nous défendons évidemment les mêmes intérêts. Mais au regard donc des chiffres de l'éducation nationale, on pourrait se dire que la représentativité des parents élus, elle est en difficulté. On a donc, en ce qui concerne la FCPE, 280 000 adhérents en France, 50 448 parents d'élèves élus, pour 6 000 conseils locaux et 102 conseils départementaux. Pour, au niveau national, 520 000 classes, environ 520 000, 525 500, quelque chose comme ça. 12 250 000 écoliers, donc aussi bien dans le primaire que dans le secondaire. 869 300 agents du public. Et 59 000 établissements, donc aussi bien écoles, collèges que lycées. Donc on peut regarder, on peut voir que
50 500 parents d'élèves élus à la FCPE qu'on pourrait multiplier, mettons, par 2 ou 3 si on rajoute les autres associations que sont la PEP ou les associations indépendantes. Donc, on pourrait dire qu'on aurait, par exemple, en France, 150 000 parents élus. Pour 525 000 classes sur tout le territoire français, on voit que la représentativité, elle est pauvre. On n'a même pas un parent élu par classe. Quand on regarde ces chiffres-là, on peut se dire en effet qu'on a un vrai besoin. À Chaville, pour la FCPE, on a 70 adhérents. On en avait 83 en 2021, donc il y a une petite perte quand même d'adhérents, malheureusement. On a quand même une trentaine d'élus. Par contre, de façon positive, au niveau du collège spécifiquement, on a eu un vote plus important pour la FCPE cette année, ce qui fait qu'on a gagné un poste en représentativité au niveau du conseil d'administration. Donc on voit quand même que la confiance, elle est toujours là pour la FCPE, parce que la FCPE représente toujours auprès des parents une institution engagée dans ses actions. On l'a vu là le 13 janvier avec la grosse grève qu'il y a eu dans l'éducation nationale, où environ 75% des enseignants étaient mobilisés en grève. La FCPE donc a appelé publiquement à ce que les parents se joignent à cette manifestation, ce qui a été le cas. Elle a également appelé à une journée blanche, c'est-à-dire à ce que les élèves n'aillent pas en cours en soutien au mouvement de grève. Donc on voit que lorsqu'il y a des grandes crises et des grands besoins au niveau de l'éducation nationale, la FCPE est très engagée sur le terrain. Elle est là et elle se mobilise et elle mobilise les parents autour d'elle. Toujours dans un esprit de travail de coéducation qui est quand même un terme très usité au niveau de l'éducation nationale, notamment par Jean-Michel Blanquer. Donc nous devons coéduquer, nous devons participer avec l'institution de l'éducation nationale autour de nos enfants, pour les intérêts de nos enfants. Donc la FCPE s'inscrit vraiment directement là-dedans et engage donc les parents à la rejoindre pour se mobiliser. Notamment aussi dans la défense de la laïcité, puisqu'il faut se rappeler qu'au niveau historique, donc la FCPE a été créée en 1947 au sortir de la guerre pour défendre la laïcité, donc qui a été évidemment très malmenée sur le régime de Vichy, on s'en souvient malheureusement. Donc les valeurs de la FCPE sont évidemment donc un combat pour une école égalitaire, solidaire et libre, qui reprend donc les devises des valeurs de la République et qui défend donc par la même l'école publique, donc ce qui est vraiment au cœur de nos mobilisations à la FCPE. Évidemment, ces valeurs-là, elles sont aussi communes avec les autres associations. On ne va pas s'arroger, s'approprier ces valeurs-là. Elles sont communes aux autres associations. On critique parfois la FCPE en disant que c'est une association un peu trop politisée. Alors, ça a été sûrement le cas à l'origine, évidemment, puisque si on remonte sur les origines de la création de la FCPE, au sortir de la guerre, on défend la laïcité par rapport aux horreurs donc qu'on a fait subir aux enfants scolarisés dans les écoles françaises. Évidemment, à ce moment-là, il s'agit de politique. On va pas se voiler la face. Donc, on a des gens, on a notamment beaucoup de professeurs qui participent à la création de la FCPE pour emmener les parents avec eux dans la défense des intérêts de l'enfant à l'école. Donc, on a une inspiration, quelque chose qui reste dans l'essence. Mais entre-temps, l'association, elle a énormément évolué. Et on a parmi nos adhérents et nos parents élus, notamment d'ailleurs à Chaville, des gens qui sont de sensibilité de droite, mais qui partagent ces mêmes valeurs, puisque ces valeurs-là, qui sont celles de l'intérêt de l'enfant, je veux dire, qui ne partage pas ces valeurs. Donc, évidemment, l'éducation, c'est politique, il faut pas se voiler la face, mais ce ne sont pas des valeurs qui sont propres à un courant de gauche ou de droite. En tout cas, nous espérons que ce n'est pas le cas. Si c'était le cas, ça serait quand même gravissime. Donc, l'association de la CAP, qui est avec nous sur le terrain à Chaville, très présente, partage ces mêmes valeurs et nous nous mobilisons à chaque fois que ces valeurs sont en danger à Chaville ensemble. Malheureusement, on trouve qu'il y a quand même peu de parents, de moins en moins de parents et peu de parents qui s'engagent, en tout cas pas assez au regard des besoins. Et on trouve souvent, alors soit c'est cette confusion qui est faite sur le côté politique, alors que nous tenons à répéter que la FCPE est une association apolitique. C'est une association qui promeut surtout l'investissement citoyen participatif, et pour des gens même qui sont complètement apolitiques, et on en a parmi la FCPE, se mobiliser en tant que citoyen lambda sur des problématiques de société pour participer à la vie de la cité, ça commence par
intégrer une association comme celle-ci, tout simplement. On ne fait pas forcément de politique, on défend les mêmes valeurs et on œuvre pour nos enfants au quotidien sur le terrain qu'on habite. Donc, on a aussi un besoin de diversité représentative. Donc, Chaville, malheureusement, la FCPE ne représente pas toujours assez la représentativité des habitants de Chaville, parce que souvent les parents, et ça, il y a vraiment un problème de communication, et je tiens à insister là-dessus, les parents s'imaginent souvent que pour être parent d'élève élu, il faut des compétences particulières, il faut des connaissances spécifiques, ou alors il faut énormément de temps. Ce n'est pas le cas. On peut être parent élu et puis participer à hauteur de ses connaissances, de son temps disponible, un peu plus une année que l'autre, selon sa vie. Bref, ça n'a pas. Il faut vraiment encourager les gens à cela. Vous pouvez nous dire quels sont les problèmes sur lesquels vous intervenez actuellement et en général et plus particulièrement à Chaville cette année? Oui, alors plus particulièrement à Chaville et sur le collège. Donc nous sommes intervenus avec les professeurs au collège Jean Moulin sur la problématique de la DHG, donc la dotation horaire globale, donc qui correspond donc à une enveloppe d'heures attribuée à chaque établissement donc par la direction académique afin d'assurer donc l'ensemble des enseignements. Donc c'est le nombre d'heures dont dispose le collège pour déterminer le nombre de postes d'enseignants nécessaires et donc faire ces classes. Donc là, il y a une baisse évidemment donc au niveau national qui est assez conséquente. C'est au niveau national donc une casse instituée par Jean-Michel Blanquer qui se poursuit depuis 2017. Donc on est cette année encore, on sera à 440 postes à temps plein d'enseignants en moins dans le secondaire. Uniquement là, je ne parle que du secondaire. Donc au final, en tout, depuis 2017, c'est 7900 emplois d'enseignants qui ont disparu dans le secondaire, soit l'équivalent de 175 collèges rayés de la carte. Donc on comprend aisément l'impact que ça a pour nos enfants dans les écoles et dans les collèges dans le secondaire. C'est donc évidemment des classes surchargées qui explosent, donc à 30 élèves par classe et de moins en moins d'enseignants. Dans les Hauts-de-Seine, donc le nombre d'élèves qui reste relativement stable, alors qu'au niveau de l'Académie de Versailles, on va avoir 3000 élèves de plus. Et là, c'est surtout dans le Val d'Oise, mais 3000 élèves de plus. Par contre, donc on a 33 enseignants à temps plein qui sont supprimés sur l'Académie de Versailles. Vous voyez le rapport. Et sur les Hauts-de-Seine plus spécifiquement, on a un nombre d'élèves qui reste stable, mais on a quand même 424 heures de moins. Ce qui donne au niveau du collège de Chaville, donc on a 39 élèves en moins, mais on perd donc 65 heures, ce qui équivaut à 2 classes en moins pour la rentrée. Et donc 4 postes de profs en moins au collège Jean Moulin au mois de septembre, ce qui nous fait monter sur des effectifs à 30 en 5e et en 3e. Nous avons interpellé évidemment les pouvoirs publics, notamment le député Jacques Maire. On s'est beaucoup mobilisé au niveau de la FCPE en disant que suite donc à ce qu'ont subi nos enfants avec la crise sanitaire et donc des conditions, une perte d'heures conséquente, puisque donc un manque de remplacement de profs absolument ahurissant qui fait que nos enfants ont perdu énormément d'heures de cours et on nous enlève encore des profs et donc on surcharge encore les enfants par classe dans le 92 et donc notamment à Chaville, là où on perd un très lourd tribut. On n'est pas le seul collège, on en a plusieurs dans le nord du département et aussi dans le sud à Clamart qui se sont mobilisés notamment par des grèves. Nous avons fait une motion commune avec les profs du collège Jean Moulin. Au niveau du conseil d'administration, nous avons voté contre cette dotation horaire globale que nous refusons. Nous demandons des moyens supplémentaires et nous demandons à ce que on ne nous enlève pas toutes ces heures et surtout à ce qu'il n'y ait pas 2 classes fermées et 4 postes de profs en moins. Donc, nous attendons la suite du mouvement, mais nous avons donc manifesté auprès de la DSDN à Nanterre aux côtés des enseignants et aux côtés des autres collèges. Et donc, nous attendons la suite du mouvement, mais nous poursuivrons au niveau du collège de Chaville. Voilà, sur l'élémentaire, c'est aussi très conséquent. C'est environ donc 91 classes en élémentaire qui ferment sur le 92, 88 en maternelle qui ferment. À Chaville, on en a une qui ferme à Paulbert. Donc, c'est toujours pareil, des classes qui augmentent, qui sont surchargées et évidemment, aucun recrutement d'enseignants remplaçants supplémentaires, alors qu'on a bien vu avec cette crise sanitaire que c'est une problématique importante. Voilà, les autres problèmes donc sont l'allemand. Au collège dans Chaville, on a un problème avec l'allemand qui sera sûrement voué à disparaître de la même façon qu'on nous a supprimé les classes internationales alors que nous avons un lycée international à côté à Sèvres. Classes internationales qui ont été basculées en termes d'enveloppe budgétaire à l'époque plus pratique, c'est la réponse en tout cas que le député Jacques Maire nous a donnée, ça a été basculé pour le collège de Saint-Cloud qui à l'époque attirait
FCPE. Il y avait une fuite vers le privé. Donc, pour revaloriser ce collège, on a basculé l'enveloppe des classes internationales sur Saint-Cloud. Donc, nous, on l'a perdu à Chaville, alors qu'on a le lycée international de Sèvres à côté. Donc, vous voyez quand même la cohérence dans ce qu'on propose. Et donc, maintenant, c'est l'allemand qui est en difficulté. Nous n'avons plus de professeurs d'allemand pratiquement depuis 2 ans. Je crois que sur les 2 dernières années, nous avons calculé avec la FCPE que c'est à peu près donc 5 mois de cours d'allemand en moins. Nous avions un contractuel en allemand qui était là, qui a pratiquement qui ne pouvait pas venir, qui avait des grosses difficultés à venir et qui évidemment payait. On connaît les postes des contractuels qui sont payés donc au lance-pierre. Donc évidemment, ce ne sont pas des recrutements donc viables comme pourrait l'être un recrutement de quelqu'un de titulaire, puisqu'en plus donc évidemment des contractuels ne participent pas à la stabilité des équipes enseignantes, ce qui est indispensable pour une qualité d'enseignement au niveau de nos enfants. Donc, nous n'avons plus de profs d'allemand jusqu'à la fin de l'année maintenant. La principale nous l'a annoncé. Donc, nous n'avons plus personne. Voilà. Donc, les enfants se débrouillent. Donc, évidemment, là, on voit bien que l'État ne fait pas son rôle. Inégalité totale. Les familles qui ont les besoins paieront des cours de privé d'allemand pour leurs enfants. C'est ce que font certaines familles à Chaville qui se regroupent entre elles et qui prennent des profs privés d'allemand chez elles avec 3 ou 4 enfants. Et puis, bien ceux qui n'en ont pas les moyens, téléchargent 2 ou 3 applis sur le téléphone de leurs enfants et puis débrouillez-vous. Et puis ceux qui n'ont vraiment pas du tout moyens et dont les parents sont complètement dépassés, eh bien, les enfants n'ont absolument plus aucun lien avec leur langue allemande. Les enfants de 3e en allemand du collège de Chaville partent au lycée international de Sèvres en allemand avec un niveau d'allemand 5e. Donc, voilà. Mais nous n'avons pas de prof d'allemand. Tout va bien. Donc, tout ça, c'est évidemment ce sur quoi nous nous mobilisons et nous refusons donc d'accepter cela. Donc, la CAP est à nos côtés. Elle s'est mobilisée. Nous avons aussi un problème de harcèlement qui est peu reconnu. Donc, on sait, en France, près de 700 000 enfants sont victimes de harcèlement scolaire chaque année, soit 5 à 6% des jeunes au total. Harcèlement qui est évidemment accentué par l'utilisation des téléphones portables, ce qu'on appelle aussi le cyberharcèlement. Donc, c'est souvent un fléau qui a du mal à être reconnu dans les établissements scolaires, notamment au niveau du secondaire, puisque donc certains chefs d'établissement rechignent à vraiment nommer la chose parce que ça donne une mauvaise image à l'établissement scolaire. Donc il y a quand même un programme au niveau de l'éducation nationale qui a été fait pour donc encourager quand même. Pas mal d'hypocrisie là-dedans parce que les moyens ne sont pas donnés pour, mais enfin, on sait qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là sur la reconnaissance du fléau qui fait qu'on ne peut pas le combattre. Or, c'est un fléau de plus en plus important et il y a une demande conséquente à Chaville notamment des familles sur la prise en compte que font les établissements scolaires aussi bien dans le primaire que dans le secondaire pour lutter contre le harcèlement scolaire. Vers qui peuvent-ils notamment s'orienter? Alors évidemment vers les associations de parents d'élèves élus. La FCPE est là pour leur répondre et pour les orienter, puisque nous faisons au-delà de combats généraux comme ça auprès des établissements scolaires sur une dotation horaire, sur des coupes de postes, des coupes de moyens budgétaires que fait la FCPE sur des grèves, des manifestations. Nous intervenons aussi sur l'accompagnement personnalisé des familles au niveau local. Donc, les familles en difficulté à Chaville peuvent s'orienter vers nous. Et donc, première chose, s'il y en a qui nous écoutent, c'est de téléphoner à la cellule d'écoute de l'éducation nationale, le 30-20, où vraiment des psys très compétents répondent aux familles pour les aider, justement, notamment dans la relation avec les établissements scolaires. Comment fait-on pour aider quand on a un enfant qui est harcelé en difficulté, donc le 30-20. Voilà. Et le point positif, il y a quand même un point positif, c'est que à Chaville, au collège Jean Moulin, nous avons eu un changement de direction cette année. Donc, après plusieurs années avec un directeur qui fermait vraiment les portes aux associations, à tel point que la PEP a quitté le navire et a disparu des radars à Chaville, dégoûté, c'est une des raisons, mais dégoûté vraiment par on peut dire, cette violence institutionnelle qui a été portée par ce monsieur. Nous avons maintenant une nouvelle principale, Madame Panvier, qui est très au dialogue, qui est très à l'écoute des familles et qui est vraiment, qui œuvre à travailler avec nous. C'est une vraie bouffée d'air frais pour les associations. Et voilà, un exemple, par exemple, là, depuis 2 semaines, le jeudi soir, nous avons les professeurs d'histoire, géographie du collège qui donnent une heure de cours supplémentaire aux enfants volontaires sur la problématique de l'Ukraine, le décryptage des fake news sur les réseaux, etc. Et les parents sont conviés à assister avec eux. Donc, c'est une grande ouverture de la part du collège. Justement, là, vous parlez de l'Ukraine. Au regard de la situation actuelle de cette guerre, pour les enfants ukrainiens, que peuvent faire les parents d'élèves et les associations pour aider? Alors oui, on a en effet des parents, des familles qui commencent à venir vers nous pour nous poser la question, qu'en est-il de l'accueil scolaire des enfants ukrainiens?
On a plusieurs familles déjà à Chaville. Donc, on sait qu'il y a quelques enfants qui ont commencé à être accueillis dans les écoles de Chaville, mais pas seulement, aussi à Meudon-la-Forêt, puisque c'est une seule et même circonscription. Donc, quel est le rôle que l'on peut jouer? Alors, on voit beaucoup les familles qui demandent à faire des collectes de produits à envoyer en Ukraine. Alors, oui et non, ça a déjà été fait. Ça continue à être fait tous les jours. On voit qu'on a quand même... Bon, c'est très fait et on est même dépassé parce que les gens vident un peu leurs placards, les vêtements, tout, ça part dans tous les sens. Total, ça part à la recyclerie à côté. Bon, c'est très bien, mais je veux dire, on est un peu dépassé. Concrètement, nous, les associations de parents d'élèves élus, nous devons surtout œuvrer au pendant scolaire des besoins des enfants, plus que, alors c'est pas contradictoire, mais on n'est pas que là, et ça il faut bien comprendre, les associations de parents d'élèves élus ne sont pas que là pour participer aux kermesses et aux fêtes de fin d'année et faire des collectes pour ceci, pour... C'est très bien, ça crée du lien social, mais il ne faut pas oublier à côté notre vraie responsabilité, les vrais besoins. Et donc là, c'est l'accueil des enfants donc ukrainiens. Pour l'instant, on voit qu'ils sont répartis dans les écoles. Alors, comme il y a la carte scolaire qui a été votée donc par la DAZEN avec donc les décisions de fermeture et d'ouverture scolaire sur tout le département, on voit que là les enfants ukrainiens sont dispatchés. Donc un tel dans telle école, un tel dans telle école, parce qu'il faudrait pas non plus, et c'est un peu ce que l'on craint, que les chiffres augmentent trop, parce que ça voudrait dire qu'il ne faut pas fermer certaines classes et en ouvrir d'autres si les besoins étaient plus conséquents et qu'on met trop d'enfants dans une même école. Donc, ça bougerait les chiffres pour la décision de la carte scolaire. Donc, là, on a une espèce de saupoudrage. Alors, c'est bien, mais si on avait plus d'enfants à accueillir encore à Chaville et que malheureusement, ces enfants, parce qu'on se dit, là, ils sont là pour quelques mois, peut-être cet été, allez hop, alléluia, ils rentreront chez eux en Ukraine et tout sera terminé. Si le conflit devait perdurer plus longtemps, ces enfants seront là pour toute l'année prochaine. Est-ce qu'on fait un accueil comme ça de saupoudrage où on en met un par-ci, un par-là, complètement déconnectés des uns des autres, dans des classes d'enseignants volontaires qui les accueillent, comme ils peuvent, sans formation évidemment, ou est-ce que vraiment on met en place donc un accueil spécialisé pour les enfants allophones, donc dans le primaire et dans le secondaire, donc ça s'appelle donc l'UP2A. Donc ce sont des classes avec des enseignants spécialisés qui transmettent donc le français, qui enseignent le français aux enfants à temps partiel généralement, et ensuite ils ont une autre partie du temps où ils sont en classe normale avec les autres enfants français en vraie intégration. Donc à Chaville-Meudon, nous avons une seule classe du P2A itinérante, donc c'est une enseignante, une seule pour toute la circonscription Meudon-la-Forêt-Chaville. La question sera de se demander, vient-elle à Chaville? S'occupe-t-elle? Peut-elle? A-t-elle le temps de venir s'occuper des enfants ukrainiens à Chaville? Sinon, qu'en est-il du recrutement d'un autre enseignant pour une autre classe UP2A, cette fois-ci uniquement pour Chaville l'année prochaine, pour accueillir ces enfants dignement? Merci beaucoup Marion de toutes ces informations. Merci à vous, merci Diane, merci Marion Arfossea. Je rappelle que vous êtes parent élu du collège Jean Moulin et vous faites partie du conseil d'administration de la FCPE. Vous êtes la bienvenue ici dans cette radio, vous venez quand vous voulez. Merci. C'est la fin de cette émission. Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont investis depuis déjà 6 mois et qui vont continuer à le faire pour vous. Vous souhaitez prendre le micro, aborder un sujet ou tout simplement nous soutenir, contactez l'association citoyenne Vivons Chaville Ensemble. Retrouvez toutes nos émissions sur notre site internet vce-asso.fr et sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux sujets qui vous concernent. C'était Jonathan Denuy sur Radio VCE. Radio VCE, vous informer et vous donner la parole.